Alors, je suis Julien Loiseau, je suis historien, professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université d'Aix-Marseille. J'ai découvert l'histoire de l'islam et du monde arabe par l'Égypte. J'ai consacré ma thèse à l'histoire du Caire à la fin du Moyen-Âge, au XIVe, XVe siècle, à l'époque où régnaient en Égypte les Mamelouks. Et de cette base-là, j'ai étendu ma curiosité, mes enquêtes à l'histoire du Proche-Orient et également de la diffusion de l'islam en Afrique de l'Est. Alors les Mamelouks, on entend par cette expression une institution. Une institution qui naît en terre d'islam sans doute à la fin du IXe siècle de notre ère et qui consistait à acheter de jeunes esclaves. Il faut rappeler peut-être que les pays d'islam pratiquaient l'esclavage, que les esclaves et les affranchis d'ailleurs étaient nombreux et très présents dans la société. Les Mamelouks étaient de jeunes esclaves achetés pour être formés aux arts de la guerre et constituer la garde rapprochée du souverain, le calife, mais également dans les différentes provinces de l'Empire islamique, les différents souverains et princes locaux se sont progressivement, à partir du Xe siècle, entourés d'une garde prétorienne, une garde rapprochée constituée de ces esclaves soldats, généralement affranchis, libérés, au terme de leur formation, au moment où ils accèdent à la fois à l'âge adulte et à leurs responsabilités militaires, mais qui restent attachés à la défense de leur maître, qui restent fidèles à la mémoire et aux intérêts de leur maître. C'est quelque chose que l'on a peine à se représenter aujourd'hui parce que nous sommes dans une société pour laquelle la lutte contre l'esclavage a compté beaucoup et où la liberté est évidemment une des valeurs fondamentales de la société. Mais dans ces sociétés prémodernes, traditionnelles, l'esclavage faisait naître un lien à la fois de dépendance mais également de fidélité entre un maître et ses esclaves et ses affranchis, qui constituaient en quelque sorte une sorte de famille élargie, de seconde famille autour de leur maître, auquel ils restaient attachés, même après leur affranchissement et leur liberté. Voilà donc ce que sont ou ce qu'étaient les Mamelouks jusqu'au XIXe siècle, parce que c'est une institution qui se maintient pendant près d'un millénaire, jusqu'au XIXe siècle. Des princes d'islam se sont entourés d'esclaves, choisis d'ailleurs de différentes origines, pour les servir à la fois dans le métier des armes et également au plus près des affaires de l'État. Alors les premiers Mamelouks ont été achetés sur les marchés aux esclaves des pays d'islam, d'Irak en particulier, en provenance de la steppe d'Asie centrale, de cette région qui était progressivement intégrée à l'Empire islamique et qui était peuplée de populations de langue turque, de populations d'éleveurs nomades ou semi-nomades de langue turque. C'est parmi ces populations qu'étaient capturés, qu'étaient chassés les jeunes esclaves pour être vendus ensuite sur les marchés aux esclaves des pays d'islam. Alors pourquoi aller chercher des jeunes Turcs pour en faire des soldats? Cela rejoint en fait une représentation des peuples du monde qu'a progressivement développé la culture islamique et qui prêtait à chaque peuple, à chaque nation, dirions-nous, des compétences, des qualités et des défauts d'ailleurs qui lui étaient propres. On comprendra mieux en comparant avec d'autres populations, par exemple les populations d'Afrique de l'Est, les esclaves d'origine nubienne ou éthiopienne étaient considérés, pour les femmes en particulier, comme particulièrement aptes à s'occuper des familles, des enfants. Elles faisaient les nourrices et les compagnes de leur maître. Les Turcs étaient en revanche recherchés, c'était en quelque sorte la qualité collective qu'on leur prêtait, étaient recherchés pour leur qualité guerrière. Dans la représentation que la culture islamique s'est faite des peuples du monde, les Turcs étaient, au même titre d'ailleurs que les Arabes, l'un des deux grands peuples guerriers qu'avait connu le monde. Et c'est donc dans ce réservoir-là que l'Empire de l'Islam est allé chercher les forces qui, à partir du Xe siècle, commençaient à lui faire défaut pour pouvoir à la fois se défendre sur ses frontières et, pour le souverain, défendre sa position à l'intérieur de l'Empire. Donc les Mamelouks ont en premier lieu été choisis dans des populations turcophones. Et c'est un trait que l'on retrouve pendant plusieurs siècles. Mais l'institution des Mamelouks n'est pas fondée sur cette origine exclusive des esclaves soldats.
Les Mamelouks du Caire, dont nous reparlerons, ont commencé à recruter leurs propres esclaves soldats dans les montagnes du Caucase, dans le pays que l'on appelait alors le pays des Circassiens, des Tcherkesses d'aujourd'hui, qui ont fourni à partir du XVe siècle le cœur de l'armée mamelouk d'Égypte et de Syrie. Plus tard, à l'époque ottomane, c'est dans les montagnes arméniennes, géorgiennes du Caucase, où parmi les captifs capturés sur la Méditerranée, dans les îles méditerranéennes, que l'on recrute principalement ces esclaves. Il est important également de rappeler que la loi islamique oblige à ce que les esclaves ne soient ni musulmans, ni n'appartiennent à l'une des communautés non musulmanes protégées par la loi à l'intérieur des pays d'islam, chrétiens et juifs principalement. Autrement dit, les esclaves, par définition, en principe, si la loi est respectée, doivent venir d'au-delà des frontières de l'islam, doivent être importés des pays païens, entre guillemets, quelle que soit d'ailleurs leur religion propre, leur religion d'origine. Et on sait par exemple que les Circassiens, les Tcherkesses, qui ont fourni le cœur des armées d'Égypte et de Syrie au XVe siècle, étaient bien souvent de jeunes chrétiens, raptés et convertis par la suite, au cours de leur formation, convertis à l'islam. Les Mamelouks, c'est donc aussi un parcours d'une identité étrangère à l'islam, païenne, pour faire vite, infidèle, à une identité musulmane, à travers la conversion et l'éducation aux principes de base de l'islam. Alors, au milieu du XIIIe siècle, les pays d'islam connaissent une rupture politique majeure. Alors cette rupture, elle a de multiples causes. Elle est liée, entre autres, aux croisades, aux expéditions européennes en Orient, à la guerre menée par les musulmans en Orient contre les principautés européennes, mais également à un autre mouvement d'une beaucoup plus grande ampleur, à savoir les guerres de conquête mongoles menées par l'Empire mongol depuis la Haute-Asie jusque d'un côté vers la Chine et de l'autre vers les rives de la Méditerranée et les frontières de l'Europe orientale. Et c'est dans ce contexte qu'au milieu du XIIIe siècle, pour répondre à ces deux périls, la croisade d'une part, les Mongols d'autre part, un pouvoir nouveau émerge en Égypte, émerge à l'occasion d'un coup d'État militaire, un coup d'État militaire qui porte au pouvoir un groupe d'officiers. On serait dans l'Égypte des années 50, on parlerait des officiers libres. Là, il s'agit d'officiers mamelouks, donc d'anciens esclaves soldats, qui ont gravi les échelons de la hiérarchie militaire dans l'armée égyptienne et qui décident d'éliminer le dernier représentant de la dynastie issue des enfants de Saladin, de l'éliminer physiquement et de prendre sa place. À partir de ce moment-là, à partir de cette scène originelle, le régime mamelouk se met en place, un régime que les témoins de l'époque, les contemporains, appelaient la dynastie des Turcs. La dynastie des Turcs, Daoulat al-Atrak en arabe, qui est un régime tout à fait singulier et qui va dominer deux régions qui sont devenues au XIIIe, XIVe et XVe siècle des régions très importantes, des régions centrales dans la destinée des pays d'islam, à savoir l'Égypte et la Syrie-Palestine d'autre part. Un régime qui va également progressivement étendre son influence sur la péninsule arabique, en tout cas sur les villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine, qui rentrent progressivement dans la sphère d'influence de cette dynastie des Turcs, de cette Daoulat el-Atrak, dans le courant du XIVe siècle. C'est un régime que l'on a un peu oublié parce qu'il a été vaincu, renversé, de manière assez sèche et soudaine par les Ottomans au début du XVIe siècle. Les Ottomans qui, en deux batailles, entre août 1516 et janvier 1517, se sont emparés de la Syrie puis de l'Égypte mamelouk et ont beaucoup fait pour effacer le souvenir de leurs prédécesseurs, pourtant eux-mêmes, comme eux-mêmes, sunnites, turcs et sunnites. Et c'est pourtant ce régime qui est donc passé dans l'ombre
de l'Empire ottoman, ce régime qui l'a précédé. C'est un régime qui a laissé des traces nombreuses dans la civilisation islamique du Proche-Orient, qui a également inventé de nouvelles façons de gouverner, dont les Ottomans sont les héritiers et que les Ottomans vont faire fructifier jusqu'au XIXe siècle. Voilà qui sont donc ces Mamelouks qui ont régné sur l'Égypte, la Syrie et les villes saintes d'Arabie entre le milieu du XIIIe et le début du XVIe siècle. Alors il y a plusieurs aspects qui sont très originaux dans cette façon de gouverner qu'ont eu les Mamelouks. La première originalité qu'on peut souligner, c'est la tension existante entre l'aspiration de tout souverain, quelle que soit son origine, à transmettre son pouvoir, son trône, à ses descendants. Autrement dit, à établir une dynastie. Ce que les officiers mamelouks ont cherché les uns après les autres à faire. Une tension entre ce souhait, cette aspiration à transmettre leur pouvoir de manière héréditaire, d'une part, et d'autre part, la réticence, sinon le refus, du moins la grande réticence collective des officiers de l'armée, donc des Mamelouks, cette fois-ci entendue de manière collective, leur réticence à accepter cette transmission héréditaire du pouvoir. Ça explique aussi pourquoi, en environ 270 ans d'existence, cette dynastie mamelouk a vu passer rien moins que 50 sultans, ce qui est un chiffre extrêmement élevé si l'on compare à celui des dynasties de la même époque qui, en France, en Angleterre ou ailleurs, ont vu passer sur la même durée entre 10 et 20 souverains. Donc c'est une sorte d'instabilité politique qui reflète, cette instabilité politique reflète le jeu politique à l'intérieur du sultanat mamelouk, cette compétition qui opposait entre eux les grands officiers de l'armée pour le pouvoir suprême. Certains, cependant, ont quand même réussi à établir une dynastie. C'est le cas en particulier à la fin du XIIIe siècle du sultan Qalaoun, qui a pu maintenir, dont les descendants ont réussi à se maintenir sur le trône pendant près d'un siècle. Ça, c'est la première originalité, je dirais, cette hésitation entre pouvoir héréditaire et pouvoir collectif des grands officiers de l'armée qui se succèdent sur le trône. La deuxième originalité, c'est que pendant plus de 2 siècles et demi, c'est une élite militaire d'origine étrangère et d'origine païenne, puisque les jeunes esclaves étaient nés non musulmans et avaient été convertis au cours de leur formation, dans leur jeunesse. C'est donc cette élite militaire étrangère et d'origine païenne qui gouverne 2 pays, 2 provinces qui alors occupent vraiment le centre du monde islamique, en particulier le centre culturel. Le Caire, sous le règne des Mamelouks, est devenu au XIVe siècle la capitale intellectuelle du monde islamique sunnite, une ville où affluent des étudiants venus de l'ensemble du monde islamique, depuis le Maghreb, depuis l'Afrique orientale ou depuis les pays de langue persane, jusqu'à l'Asie centrale et l'Inde. Donc une capitale intellectuelle qui bénéficie du soutien, du patronage de ces émirs, de ces officiers militaires qui pourtant eux-mêmes n'ont appris l'arabe qu'au cours de leur jeunesse, n'en ont parfois qu'une maîtrise d'ailleurs très maladroite, n'ont un rapport à la religion musulmane qui est un rapport assez récent, assez neuf dans leur propre trajectoire personnelle, ce qui en fait d'ailleurs souvent, c'est souvent le cas des prosélytes, ce qui en fait souvent d'ardents défenseurs de cette religion nouvelle pour eux. Voilà cette autre originalité d'une dynastie ou d'un pouvoir militaire d'origine étrangère et qui pourtant a accompagné l'épanouissement intellectuel, culturel, scientifique de l'Égypte et de la Syrie pendant plus de 2 siècles et demi de leur existence. Enfin, autre originalité que l'on peut souligner dans le gouvernement des Mamelouks, c'est un savant mélange d'originalité et de tradition.
L'originalité, je l'ai déjà un peu souligné, c'est le fait que, à plus d'une reprise, le pouvoir souverain est confié à un ancien esclave soldat. C'est un ancien esclave qui devient sultan, et c'est un renversement de l'ordre des valeurs auquel les contemporains étaient évidemment sensibles, et parfois auquel ils étaient réticents. Il y a donc cette nouveauté assez radicale, d'une part. Et d'autre part, les Mamelouks ont pris grand soin d'afficher un certain nombre de traits les plus traditionnels, les plus rassurants, les plus conservateurs dans l'art de gouverner, dans l'art islamique de gouverner. Il est peut-être nécessaire de rappeler qu'en 1258, année très importante dans l'histoire des pays d'islam, les Mongols, qui à ce moment-là étaient des guerriers païens, parfois de religion bouddhiste, pour certains d'ailleurs aussi chrétiens nestoriens, ces conquérants mongols s'emparent de Bagdad et abattent, détruisent le califat abbasside, cette dynastie qui avait régné sur les pays d'islam et puis qui avait incarné l'unité du monde islamique depuis le milieu du 8e siècle. Et ce coup de tonnerre dans l'histoire islamique est suivi par non seulement la mise à bas de cette dynastie, mais par également la destruction partielle de Bagdad et la fin donc du califat tel qu'il avait été jusque-là connu. Or, les Mamelouks, 2 ans plus tard, recueillent à leur cour au Caire un descendant de la famille abbasside, un rescapé du massacre, et restaurent le califat au Caire. Alors, c'est un califat qui n'a désormais plus que l'apparence du pouvoir. Le calife n'a plus aucune autorité réelle. Il est là pour investir le sultan d'un pouvoir légitime. Il reste la source de la légitimité politique en islam, mais c'est évidemment une marionnette aux mains du sultan. Très souvent d'ailleurs, il est astreint à résidence et n'a que très peu de liberté à la cour des sultans mamelouks. Mais ça fait partie de ce dispositif traditionnel, conservateur, qui permet aux Mamelouks d'afficher un sunnisme impeccable, un respect de la sunna du prophète, de la coutume prophétique, et qui leur permet d'être acceptés par leurs sujets qui sont, pour ce qui est des musulmans, très majoritairement sunnites, leurs sujets qui sont également, il faut le rappeler, nombreux à être chrétiens et un peu moins nombreux à être juifs. Ce sunnisme impeccable des Mamelouks, les Mamelouks l'ont également entretenu en finançant des institutions de savoir, des madrasas, qui étaient au Caire, qui se comptaient au Caire par dizaines et qui avaient vocation à accueillir des étudiants étrangers, des professeurs, offrant donc des chaires d'enseignement à des professeurs et à permettre cet épanouissement de l'enseignement des sciences islamiques au Caire au XIVe et XVe siècle. Ce sunnisme impeccable des Mamelouks, évidemment, il rend la guerre de conquête ottomane au début du XVIe siècle assez difficile à comprendre. Les Ottomans vont se poser en champions de l'islam sunnite, alors même qu'ils ont éliminé des souverains qui étaient déjà défenseurs de l'islam sunnite. Ça fait partie de cette contradiction que les Ottomans ont voulu résoudre en noircissant la mémoire des Mamelouks, en insistant sur la dimension arbitraire de leur pouvoir, et cette dimension était bien évidemment très présente, il ne s'agit pas de la nier, et de manière à en faire des souverains illégitimes, une illégitimité qui venait aussi de leur origine servile. Rappelons qu'entre le milieu du XIIIe et le début du XVIe siècle, sur les donc 50 souverains qui se sont succédés sur le trône du Caire, on a compté 22 anciens esclaves soldats contre 23 descendants de Mamelouks, mais nés libres et musulmans en terre d'islam. Cette origine, cette identité, cette origine servile de l'aristocratie mamelouk, de ces grands officiers, y compris d'une partie, d'un nombre important de ces souverains, a été stigmatisée par les Ottomans comme une marque d'illégitimité d'un régime dont, par ailleurs, le sunnisme et la défense, son investissement dans la défense du sunnisme était par ailleurs assez largement impeccable.